Alors quand on parle des théories du complot, est-ce qu'on parle de folie ou au contraire d'une forme de lucidité? Et si c'était autre chose, une manipulation? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les coulisses de la conspiration, mais sous un angle vraiment différent. Voilà la question centrale. D'un côté, on a tendance à voir le doute comme une maladie, quelque chose à soigner. Et de l'autre, certains le voient comme une preuve d'intelligence, de clairvoyance. C'est un sacré dilemme. Alors, où se trouve la vérité? Pour le découvrir, on va décortiquer tout ça pas à pas. Ok, voici notre feuille de route. On va commencer par le point de vue le plus classique, celui de la psychiatrie. Ensuite, on basculera vers une idée beaucoup plus troublante, la thèse de la lucidité. Puis on verra comment cette même lucidité peut être manipulée, avec un exemple complètement absurde mais très efficace. Et on terminera avec la stratégie finale derrière tout ça, l'empoisonnement du puits. C'est parti? Allez, première étape, le point de vue conventionnel. C'est celui qu'on entend le plus souvent. Celui qui, en gros, divise le monde en deux catégories bien nettes. C'est ce qu'on appelle la dichotomie psychiatrique. En fait, l'approche traditionnelle, elle est d'une simplicité presque désarmante. Il y a seulement deux options sur la table. Soit le doute, c'est un symptôme de paranoïa, donc une maladie clinique, soit, ce n'est rien, un simple bug en l'absence de diagnostic. C'est une vision très binaire, très pratique, mais qui laisse quand même peu de place à la nuance. Ça pose une sorte de norme implicite, douter des récits officiels, ce n'est pas normal. Mais et si ce cadre était justement trop simple? C'est exactement là qu'intervient la thèse de la lucidité. Et là, attention, c'est une perspective qui inverse complètement la logique. Ici, l'argument est un vrai retournement de situation. Et si le fait de douter n'était pas du tout un symptôme de faiblesse, mais au contraire une force, la preuve d'un esprit critique bien aiguisé, de discernement, d'une saine vigilance face au discours officiel. Dans notre monde, qui est quand même saturé d'infos et de propagande, douter ne serait plus une pathologie, mais une réponse tout à fait rationnelle. Et cette citation, elle illustre cette idée à la perfection. Elle suggère qu'une personne lucide, elle est consciente de vivre dans un système où les récits sont construits, orientés. Le point crucial ici, c'est que douter des discours dominants, ça ne serait plus un symptôme, non, ce serait un acte de clairvoyance. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un troisième niveau, beaucoup plus sombre. Que se passe-t-il quand le doute, même s'il est lucide, devient une arme qu'on retourne contre nous? C'est là qu'on entre dans le domaine de l'ingénierie sociale. Un monde où certaines théories, elles ne naissent pas par hasard. Alors, l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est dans ce contexte? C'est tout un art, l'art de manipuler le débat public. Et l'un des objectifs, ça peut être de discréditer toute forme de remise en question. Comment? En l'associant délibérément à des idées complètement extrêmes, indéfendables. Et pour bien comprendre comment ça marche, rien de tel qu'un exemple extrême, on va parler de la parabole reptilienne. Alors évidemment, l'idée n'est pas d'y croire une seconde, mais plutôt de la disséquer, de la voir comme un outil de manipulation par l'absurde, un outil parfait. C'est sans doute l'une des théories les plus extravagantes, et l'une des plus connues, justement. Et c'est là que l'analyse devient fascinante. D'un côté, on a la lecture au premier degré, la lecture littérale. Bon, ça fait sourire, une fable sur des élites qui seraient en fait des lézards. Difficile à croire. Mais si on regarde ça autrement, il y a une lecture symbolique. Et là, ça devient une métaphore très puissante pour décrire une élite qu'on perçoit comme prédatrice, déshumanisée, ou même un système financier totalement abstrait, hors de contrôle. D'un coup, le sens change radicalement. Voilà, cette phrase, c'est la clé de voûte de tout l'argument stratégique. Pourquoi un propagandiste voudrait diffuser une histoire pareille? Eh bien parce qu'elle est à la fois assez absurde pour ridiculiser tout ce qui s'en approche, et en même temps assez riche en symboles pour piéger ceux qui cherchent à y trouver un sens plus profond. C'est un piège parfait. Et toute cette stratégie, elle a un nom. C'est une technique de désinformation qui est vieille comme le monde, empoisonner le puits. C'est ça le but ultime de l'opération. La technique est simple, mais elle est redoutable. En gros, il s'agit de polluer un domaine de critique, même un domaine légitime, avec des idées totalement grotesques. Le résultat, par association, n'importe qui osera critiquer ce domaine sera immédiatement assimilé à l'absurde. Et voilà, le puits de la critique est empoisonné. Plus personne n'ose y boire. La stratégie se déroule en 3 temps. Premier temps, on inonde le débat avec des théories complètement folles. Deuxième temps, on fait l'amalgame. Toute critique, même la plus légitime, est associée à cette folie pour être ridiculisée. Et troisième temps, le coup de maître, les vrais sujets, les sujets sensibles, sont maintenant intouchables, protégés par un immense bouclier de ridicule.
Au final, en focalisant toute l'attention sur des fables ridicules, on protège ce qu'on appelle l'éléphant dans la pièce. Le vrai problème, celui que personne ne doit voir. On s'assure que plus personne n'osera jamais se lever et crier que « le roi est nu ». Alors, au fond, la seule question qui compte vraiment, c'est celle-ci. À qui profite le crime? Qui est réellement protégé lorsque le débat est complètement détourné par l'absurde? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi cette analyse.